Amis téléspectateurs et internautes, bonjour ou bonsoir. Bienvenue dans le monde des livres, l'émission qui redonne la parole aux intellectuels et aux penseurs pour nous aider à comprendre notre société et surtout pour nous aider à penser notre devenir. Pour le premier numéro de cette émission, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Abdou Salam Sall qui vient de publier aux éditions L'Harmattan Sénégal ce livre intitulé « Les mutations de l'enseignement supérieur en Afrique, le cas de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ». Je disais que vous suivez le premier numéro consacré à un problème épineux qui a préoccupé tous les régimes qui ont gouverné le Sénégal depuis l'indépendance. Je veux parler de la crise de l'enseignement supérieur. Déjà en 1968, le président Léopold Sédar Senghor n'a pas hésité à fermer l'université et le département de sociologie a été complètement dissous et certains de ses enseignants envoyés en prison, dont le professeur Boubacar Ly qui a été interné à la prison de Thiès. Le président Abdou Diouf a connu une année blanche en 1988 et en 1994 une année invalide. En 2001, le président Abdoulaye Wade a dû faire face à la terrible grève des étudiants qui a conduit à la mort de l'étudiant Balla Gaye. L'actuel régime du président Macky Sall n'échappe pas à la règle. Nous citerons la loi sur les universités publiques qui a été simplement brûlée par le SAES dans l'enceinte de l'université. Et enfin, la mort de l'étudiant Bassirou Faye qui est encore en cours d'élucidation. Cette université qui a pourtant connu des moments de gloire, car faut-il le rappeler, le professeur Cheikh Anta Diop y a découvert la méthode de datation au carbone 14 et le professeur Souleymane Boub de l'université Cheikh Anta Diop y a découvert le VIH au niveau de la faculté de médecine. Cette université est actuellement plongée dans une crise cyclique qui a brouillé tout repère aussi bien au niveau des enseignants qu'au niveau des étudiants. Et le paroxysme de cette crise a été atteint le 1er août quand le président Macky Sall et sa délégation ont essuyé des jets de pierre dans l'enceinte de l'université à l'occasion d'une visite à l'UCAD. Tout ceci pose naturellement la question qui s'impose. Qu'est-ce qui arrive à notre université? Pour nous aider à démêler cet écheveau, nous avons un pur produit de l'université sénégalaise qui a eu à être à tous les niveaux de l'échelon de cette université. D'abord étudiant, ensuite enseignant-chercheur, syndicaliste pour avoir été pendant 5 ans secrétaire général du SAES et recteur. Je veux nommer le professeur Abdou Salam Sall qui vient de publier ce livre aux éditions L'Harmattan. Professeur Abdou Salam Sall, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour vous présenter, je me contenterai de dire simplement ceci. Vous êtes un pur produit de l'université sénégalaise où vous avez fait toutes vos études de la première année à la thèse de doctorat à la faculté des sciences et techniques au département de chimie. Vous êtes ancien secrétaire général du syndicat autonome de l'enseignement supérieur et ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop. Vous dirigez actuellement le bureau du comité de pilotage des assises de l'éducation. Avez-vous quelque chose à dire pour compléter cette présentation, professeur? Bon, je crois que pour l'essentiel, c'est ça. Hein? Mon parcours, j'ai fait mes études au Sénégal. Même si à la maîtrise, après la maîtrise, j'avais l'opportunité de faire une thèse en énergie solaire en France. J'avais choisi de rester à Dakar par amitié pour un professeur de chimie qui était très brillant, le professeur Libas Diop. Mais ici au Sénégal, quand on te forme au niveau doctoral, on te forme passeport en main. Ce qui fait que j'ai connu beaucoup d'universités de par le monde et j'ai été reçu par de grands érudits qui m'ont beaucoup aidé à me révéler, mais qui m'ont appris l'humilité aussi. Je veux nommer le professeur Kettle à l'université de Norwich, mais surtout le professeur Vidali. Mais des professeurs, faut-il le rappeler, professeur, que vous avez rencontré une fois que vous avez terminé toutes vos études à l'université de Dakar. C'est important de le rappeler pour les étudiants qui nous suivent. Oui, Vidali tout de même, c'est vrai qu'en 85 déjà j'avais la thèse et donc je préparais la thèse d'État
Et j'allais en Italie, dans le laboratoire du professeur Vidali. Et il faut dire que Vidali, après la thèse d'État, m'a accueilli en postdoc. Et c'est là où j'ai changé mes sujets de recherche. Et si je me suis fait un nom dans la science rapidement, je dois ça aussi au professeur Vidali. Merci de cette précision. Dans cet ouvrage, professeur, qui est préfacé par votre ami, le professeur Jamil Salmi, vous commencez dès le début à camper le décor de l'UCAD en commençant par un état des lieux dès la page 19. Dans quelle situation aviez-vous trouvé cette université quand vous arriviez aux affaires en tant que recteur? Je dois à la vérité de dire que c'est Salmi qui m'a imposé l'état des lieux. J'ai écrit le livre sans donner l'état des lieux, mais Salmi, en acceptant de préfacer le livre, m'a fait l'obligation de faire l'état des lieux pour savoir d'où est-ce qu'on partait. Si on regarde les formations au niveau de l'Université de Dakar, on donnait plusieurs diplômes, de bac plus 2 à bac plus 12 ou plus 15. Si on regardait de plus près, on constatait que depuis que les Français sont partis, il n'y a pas eu de changement majeur au niveau des programmes. Mais le financement aussi était essentiellement étatique. La recherche, je ne dis pas qu'elle n'existait pas, mais il n'y avait pas un projet de recherche institutionnel. Les étudiants n'étaient pas encadrés pour révéler tout leur talent, notamment pour les engager dans les causes citoyennes. Globalement, une université relativement statique, avec une massification progressive des étudiants, où dans beaucoup de secteurs, il n'y avait pas une orientation vers la professionnalisation, et donc le taux d'insertion de nos diplômés, même si on avait très peu de diplômés, le taux d'insertion restait très très faible. Donc voilà globalement brossé à grands traits le tableau. On commençait à avoir une masse critique d'enseignants. Parce que moi, quand je suis devenu recteur en 2003, l'université comptait plus de 1000 enseignants. Vous avez tantôt, dans votre propos préalable, parlé de Souleymane Mboup et de Cheikh Anta Diop. Je puis vous dire que le potentiel scientifique qu'il y a à l'Université de Dakar est extrêmement élevé et est inconnu des Sénégalais. Nous y reviendrons tout à l'heure, professeur. L'état des lieux fait, vous commencez aussitôt à la page 46, je vous cite, « Il nous est paru très tôt que nous pouvions atteindre la plupart de nos objectifs en basculant dans la réforme LMD. » Nous y voilà. Dès lors, nous concentrons toutes nos forces dans la mise en œuvre de la réforme. Quelles sont les réformes que vous avez eu à initier en essayant de prendre ce problème à bras le corps? D'abord, il faut rappeler que j'ai été secrétaire général du SAES pendant 5 ans, vous l'avez dit. Et moi, mon ambition était de retourner dans le laboratoire et de travailler. Ce sont les camarades qui nous ont dit, comme on avait participé à la conférence mondiale sur l'enseignement supérieur et qu'on avait beaucoup d'expérience, de nous engager dans l'administration universitaire. C'est ainsi que j'ai candidaté pour être doyen de la fac de sciences. Il faut dire que je suis passé d'une seule voie comme doyen. Et le but de la manœuvre, c'était d'appliquer ce qu'on recommandait quand on était au syndicat. Donc on l'a appliqué pendant 3 ans à la fac de sciences. Ça a commencé à produire des résultats. Et en juillet 2003, on m'a nommé recteur. Donc il fallait continuer ce qu'on appliquait à la fac de sciences, mais en l'élargissant à toute l'université. Mais pour ce faire, il fallait que l'université s'accorde sur ce qu'elle compte faire. Donc avec les camarades du syndicat, on a très rapidement créé un groupe de travail pour avoir un plan de travail. Mais le plan de travail, on s'était inspiré de l'organisation
des documents au niveau de l'UNESCO, notamment à la conférence mondiale, en termes de qualité, en termes de pertinence, en termes de coopération internationale, en termes de financement et de gestion des finances. Vous venez de décliner pour nos téléspectateurs la charpente du livre que vous avez édité. Et on y a ajouté deux éléments qui nous semblaient des éléments majeurs. D'abord, l'Internet et la communication. Et deuxièmement, les étudiants. Parce que tout le monde parle de savoir-être. Mais il n'y avait pas un programme stratégique pour prendre en charge le savoir-être. Et c'est pour cela qu'on avait ajouté les étudiants. Et avec ce plan de travail, on a rencontré l'ensemble des segments de l'université, y compris les syndicalistes dans leurs locaux, pour échanger là-dessus. Et au bout de ce processus, nous avons rencontré le conseil restreint et c'est ainsi que naquit la vision action de l'université de Dakar. On l'a présenté à l'assemblée de l'université et ce n'est qu'après cela qu'on a fait une conférence de presse pour présenter ça à tout le monde, à l'opinion nationale et internationale, avant d'aller remercier les autorités politiques qui m'avaient mis en place. C'est pour dire que c'est un projet qu'on a engendré, mais qui a été largement partagé au niveau de l'université. Et c'est ce projet-là qu'on devrait dérouler. Dans la méthodologie, professeur, je ne vous coupe pas, que vous avez eu à appliquer, vous aviez la responsabilité d'appliquer cette réforme du LMD, qui est une directive, si vous voulez, du CAMES, 12 ans après. Est-ce que vous pensez que cette réforme a été comprise, que cette réforme a eu l'impact que vous vouliez lui donner? D'abord, nous, au début, on savait qu'on allait entrer dans le LMD, mais dans la vision action, on l'avait évoqué seulement, mais c'est à la rentrée de 2004-2005 qu'on est... D'abord, avant que les gens ne partent en vacances, on leur avait dit, dans le cadre des voyages d'études, de s'informer sur la réforme LMD. Et on avait vu que la réforme LMD nous permettait de réaliser tout ce qu'on voulait faire. En fait, c'est quoi la réforme LMD? C'est un référentiel, tout simplement, où les études sont organisées à partir de 3 niveaux, la licence, le master et le doctorat. C'est subdivisé en semestres et les semestres ont des crédits qui sont capitalisables. Le problème, ce n'est pas le référentiel. Le problème, c'est le contenu qu'il y a dans le référentiel. Et c'est ce contenu, on a pris le référentiel et on a essayé de mettre un contenu en articulation avec les besoins de notre société pour traiter les questions d'efficience, tant d'efficience interne que d'efficience externe. Il faut dire que les recommandations, aussi bien du CAMES que de l'UMOA, sont venues bien après qu'on ait démarré la réforme LMD à l'UCAD. C'est l'UCAD qui a porté la réforme LMD en Afrique francophone et c'est l'UCAD qui a pris le risque. Mais pour vous donner une idée de ce que représente la réforme LMD, dès qu'on a mis sur notre site web que nous avons la volonté d'appliquer la réforme LMD, une université américaine nous a immédiatement saisis pour demander que valait le diplôme d'un de ses apprenants qui était inscrit là-bas. C'est-à-dire que la réforme LMD, nous avions une internationalisation par la France et la réforme LMD nous ouvre une internationalisation globale. Maintenant, le contenu, on s'est beaucoup battu pour avoir un contenu pour améliorer l'efficience tant interne qu'externe. Ça veut dire qu'au niveau des facultés, les programmes étaient des programmes purement académiques, le savoir. Or, l'efficience au niveau international, c'était le taux de placement des diplômés. Et mieux, la capacité des diplômés à ouvrir le marché du travail. Ce qui était des concepts tout à fait nouveaux. Donc, si nous avons hérité d'une université française qui spécialise les choses, les facultés s'occupent du savoir et la professionnalisation est traitée par les écoles. Mais les écoles représentent moins de 2% des effectifs. Donc, c'est ça le problème. Donc, il fallait changer l'orientation. Aujourd'hui, même si vous allez
à la faculté d'économie, vous voyez des masters spécialisés et avec un taux de pénétration, un taux de succès conséquent, un taux de pénétration aussi dans le marché conséquent. Mais dans l'enseignement supérieur, ce qui fait la spécificité de l'enseignement supérieur, c'est de s'autodéfinir des normes. Mais une fois que tu définis la norme, avant même de commencer à l'adresser, la norme est obsolète. Et il faudra élever encore le standard. Et nous avions voulu quelque chose de pas rigide, quelque chose de flexible. Et reste à savoir, est-ce que c'est encore appliqué? Mais on avait fait beaucoup d'efforts. Mais la grande force de la réforme LMD à Dakar, c'est qu'après avoir conçu nos curricula, on s'est dit, mais attends, nous, les curricula ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes pas les seuls donneurs d'ordre. Il faut qu'on voit avec nos donneurs d'ordre, le gouvernement et le secteur privé, si notre offre de formation coïncide avec les besoins de la société. Mais ça semble, professeur, je suis obligé de vous interrompre dans le développement. Vous avez parlé de l'applicabilité de la réforme, en tout cas sinon de la mise en application de la réforme. On se rappelle dans les différentes facultés, notamment dans votre faculté des sciences, on a le cas des étudiants en géographie de la faculté des lettres, qui au moment se sont retrouvés avec un diplôme dans le cadre de la réforme et on leur interdit une inscription à un niveau supérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la mayonnaise n'a pas pris quelque part? Non, 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 il faut faire attention. Tant qu'on était en place, ça ne pouvait pas exister. Parce que la France, en appliquant la réforme LMD, le passage au M1, au M2 était conditionné. Et moi, j'avais dit, moi, l'inspiration est anglo-saxonne. Si tu entres en M1, tu peux aller en M2. Effectivement. Surtout donc, que les étudiants en question avaient le niveau qui était exigé. Ça, c'est un premier problème en termes d'arbitrage. Nous avions connu beaucoup de difficultés pour appliquer la réforme. Parce que le niveau de préparation au niveau des différents établissements était différent. C'est pour cela que, pour avancer, on a flexibilisé l'application de la réforme LMD. C'est-à-dire que tout établissement qui se sent prêt s'engage. Je comprends par le nombre d'étudiants relativement excessif de la fac de lettres. C'est la fac de lettres qui a été la dernière à entrer. La faculté d'économie a été la première à entrer dans la réforme parce que la faculté d'économie était concurrencée par l'enseignement privé qui s'est concentré uniquement dans le tertiaire. Mais je pense que la faculté des sciences économiques et de gestion avait réussi à régler même ce problème en amont avec la création de l'IFAS, bien avant qu'on ne parle de réforme LMD. IFAS, c'est une formation privée dans les sciences économique et de gestion. Et dans le cadre de l'université. Absolument, c'est parce que l'université, à un moment, le gouvernement ne pouvait pas financer l'université et le gouvernement a laissé libre cours à l'université de développer des formations payantes. Et au lieu de développer des formations payantes, quand on a voulu scinder la faculté des sciences juridiques et des sciences économiques, la faculté des sciences juridiques gardant l'essentiel du budget, on a permis à l'IFAS, à la FASEC de créer un institut privé à l'intérieur de l'université pour avoir des ressources. Effectivement. Donc c'est ça l'histoire. Mais encore, c'était pas... C'est parce que il y avait un doyen, un assesseur d'ailleurs, Ali Mbaye, qui comprenait les enjeux, qui a engagé sa faculté très rapidement dans la réforme LMD. Donc, ce n'est pas la fac de sciences d'où je venais qui avait tous les atouts pour entrer tout de suite dans la réforme LMD parce qu'avant d'être recteur même, on commençait à créer des DEA, des DEA professionnalisantes. Et il nous était plus facile pour nous de basculer dans la réforme. En regardant dans le rétroviseur, monsieur le recteur, depuis que cette réforme a été lancée, aujourd'hui, si on devait vous demander de faire le bilan, êtes-vous satisfait de ce qui est fait jusqu'à présent? Je vous pose la question parce que le terme LMD a été tellement galvaudé aujourd'hui qu'on le qualifie LMD, lutte, musique, danse, en faisant référence malheureusement à ce que la société sénégalaise est devenue. D'abord, il faut faire très très attention aux ressentis. Si vous allez dans les établissements,
avec le mécanisme du LMD, où quand tu as une note égale ou supérieure à 10 dans une matière ou dans un groupe de matières, tu conserves cette note. Le flux de transit s'est amélioré. Il reste modeste, pas encore acceptable au standard, mais il s'est amélioré par rapport à ce qui se faisait. Deuxièmement, le fait qu'on ait dépoussiéré les programmes, c'est une avancée majeure. Maintenant, l'université fait face, notamment l'université de Dakar, fait face à une massification qui entraîne des perturbations, qui entraîne des dysfonctionnements, qui inhibent tous les efforts. Maintenant, il faut y voir de plus près nos étudiants qui sortent avec le master. Quand on les prend dans les écoles doctorales, les meilleurs d'entre eux, ils brillent. Nos étudiants qui sortent avec leur master médiocre, qui arrivent à s'inscrire dans des universités de par le monde, ils s'en sortent merveilleusement. Maintenant, il est clair que quand moi je suis retourné à la fac de sciences, on a eu un problème. Un problème où, dès que je suis parti, ils ont commencé à multiplier les licences. Et des étudiants qui avaient la licence en géologie, les enseignants ne se sentaient pas la responsabilité de les admettre en M1. Or, quand tu fais une réforme, tu capitalises les acquis de l'ancien système. Or, dans l'ancien système, quand tu avais la licence, tu allais en master, en maîtrise. Et j'ai été obligé de me retrousser les manches, d'aller voir les collègues et de traiter la question. Ça veut dire que l'orientation, elle est bonne. Mais la gouvernance, on doit faire attention à cela. Il faut qu'on fasse attention, on ne peut pas multiplier les licences. Les licences, nous avions dit que c'est le cycle du savoir. Parce qu'il y a deux exigences dans le monde moderne. Il y a d'abord, la professionnalisation, mais il y a l'éducation tout au long de la vie. On ne peut pas s'éduquer tout au long de la vie si on n'a pas les fondamentaux. Or, les fondamentaux, on doit les donner c'est le savoir, il faut les donner en licence. De sorte que le jeune, il est préparé à demain. C'est dans notre monde pas avancé, pas économiquement développé, je voulais dire, je retire cela, pas économiquement développé, qu'on voit quelqu'un faire un travail tout au long de sa vie. Dans le monde moderne, les jeunes se requalifient et changent en permanence de milieu. Pour se requalifier, pour changer, pour l'éducation tout au long de la vie, il faut un socle de compétences qu'on acquiert au niveau du fondamental, donc des licences. Donc il y a eu un problème de gouvernance et de laisser aller après, mais il fallait profondément comprendre les choses, profondément comprendre les responsabilités de cette mutation-là. Parce que changer les curricula, c'est changer de projet de société. Effectivement. C'est lourd. Ça ne devrait pas incomber seulement aux académiques. Parce que les académiques seulement ne sont pas responsables de la société. Nous y reviendrons tout à l'heure parce que c'est l'objet d'ailleurs de la loi sur les universités publiques qui a créé un tollé au sein des enseignants. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Retour sur le plateau de l'émission Le Monde des Livres qui reçoit le professeur Abdou Salam Sall, ancien recteur de l'Université de Dakar, qui a publié aux éditions L'Harmattan Sénégal le livre « Les mutations de l'enseignement supérieur en Afrique, le cas de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ». Professeur, dans le développement tout à l'heure, les étudiants sont revenus régulièrement et je voudrais que nous nous y arrêtions un peu avec nos étudiants. Les effectifs sont pléthoriques. Vous le disiez tantôt, si je ne m'abuse, on est actuellement à plus de 85 000 étudiants inscrits pour l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas du tout les meilleures, vous savez de quoi je parle, et des conditions de vie très très difficiles au niveau des campus sociaux. Malgré le fait, et là je tiens à le dire, que rien que pour l'année universitaire 2013-2014, l'État a injecté 51 milliards de francs CFA qui ont été distribués aux étudiants, soit en bourse, soit en aide ou des subventions diverses.
Le niveau des étudiants est très déplorable dans la plupart du cas. L'incivisme des étudiants est notoire. Il est impossible vers le 5, si les étudiants ne sont pas payés, de circuler sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. Pourquoi? Parce que les étudiants sont armés de leurs pierres et ils sont au front faisant face à la police. Les grèves à répétition font qu'on ne sait plus quand est-ce que commence l'année universitaire et quand est-ce qu'elle se termine. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le recteur, au niveau des étudiants? D'abord, nous avions très tôt compris que la massification allait annihiler l'essentiel de nos efforts. C'est la raison pour laquelle nous avions pris le leadership pour aider le gouvernement à ouvrir les autres universités. C'est le rectorat de l'Université de Dakar qui a piloté, du point de vue de l'ingénierie juridique, l'ingénierie pédagogique, l'ouverture des universités de Ziguinchor, de Bambey, c'était un cure à son temps, de Thiès. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, ça n'a pas été accompagné d'infrastructures de qualité permettant à ces entités d'absorber le flux de bacheliers. Mais où va tout l'argent injecté par le gouvernement qui, si je ne m'abuse, chaque année donne rien qu'à l'Université de Dakar un budget de fonctionnement qui tourne aux alentours de 18 milliards de francs CFA? C'était le dernier budget qu'on avait voté en 2010, même c'était 25 milliards, où les 5 milliards étaient générés par l'université. Mais est-ce que si vous injectez autant d'argent, nous restons dans les étudiants, et vous n'avez pas suffisamment de résultats, il faut questionner le modèle. Est-ce que les étudiants sont bien préparés aux études universitaires? Est-ce que l'héritage, où quand on vient à l'université, l'État vous doit tout, est-ce que ce n'est pas obsolète? Est-ce que ce n'est pas dépassé? Mais il faut dire aussi que le modèle adopté par le Sénégal, quand même, est un modèle qui n'existe presque nulle part dans le monde. Il n'y a qu'au Sénégal où tous les étudiants sont de fait boursiers. Moi, je puis vous dire que j'avais l'engagement de Wade, du président de la République, qu'après les élections de 2007, on sort de tout le monde la bourse ou l'aide, premièrement. Deuxièmement, on a mis en place la fondation de l'Université de Dakar pour servir le financement de l'université, mais surtout pour préparer les crédits aux étudiants. Aujourd'hui, d'abord, c'est pour cela que quand il y a eu les événements regrettables avec les jets de pierre au président de la République et à son cortège. Incompréhensible. Incompréhensible. Je parlais d'incivisme tantôt, je faisais référence à ça. Entre autres. Inacceptable, mais c'est le fruit d'un long processus. Je crois que c'est Didier Awadi qui dit que c'est le laisser-aller. Et il a raison. C'est véritablement le laisser-aller. On n'a pas travaillé suffisamment sur qu'est-ce que c'est que l'étudiant, quel est son statut, pour avoir discuté plusieurs fois avec des amicales. Parce que j'aime la discussion, j'aime la contradiction. Dans les séances de négociation, c'était aussi des séances de formation pour moi. Les étudiants me disaient, monsieur le recteur, vous avez raison, mais ce n'est pas notre génération qui prendra cette responsabilité. Il y a un héritage de guerrierisme. Et chacun veut s'y lancer. Chacun veut avoir ses lettres de noblesse. Il y en a même qui souhaitent être des martyrs pour dire combien le mal est profond. Il nous appartient d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'université. Il nous appartient de mettre les étudiants en situation de responsabilité. Il nous appartient d'optimiser les ressources afin que l'on aille, les ressources publiques aillent à ce qui est essentiel, mais qu'on utilise les outils que les autres ont utilisés pour développer leur système d'enseignement supérieur. Que serait l'enseignement supérieur si chaque étudiant prend un crédit pour venir apprendre? Est-ce qu'il se comporterait comme les étudiants se comportent? Que seraient les étudiants si j'ai été à Norwich, là où le professeur Kettel m'avait accueilli, mais il n'y a pas suffisamment de chambres pour les étudiants. Ce sont les primo-entrants qui sont les prioritaires dans les chambres. Et vous avez 1 an pour trouver vos repères, parce que l'enseignement supérieur, c'est la phase de mutation où l'enfant, l'adolescent, sort de chez lui, va à l'université, mais si tout se passe bien, il ne rentre pas chez lui, il crée son domicile.
Et il reste là-bas. Et dans la préparation de cette émission, des suggestions ont fusé de partout, d'autant plus qu'au lendemain de ce qui s'est passé avec les jets de pierre essuyés par le président de la République, certains ont dit pourquoi ne pas confier la gestion des campus sociaux à l'armée. Pour la bonne et simple raison qu'au lieu que le directeur du COUD actuel soit un politique ou un citoyen civil, que la gestion soit confiée à un haut gradé de l'armée sénégalaise qui va apprendre à ses étudiants c'est quoi la discipline. L'organisation incombera à l'armée. Je parle du campus social avant qu'on me balance en figure les franchises de l'université. Nous n'aurons pas le temps de revenir là-dessus. Pensez-vous qu'il soit possible de confier le campus social à l'armée sénégalaise? Vraie mauvaise idée. Et pourquoi? Parce que d'abord, quand j'ai visité les universités américaines en 2001, le temps que les gens ont consacré pour m'expliquer les résidences des étudiants était plus important que le temps qu'ils ont consacré pour m'expliquer les endroits pédagogiques. Il n'y a pas de différence entre les résidences des étudiants et les amphis. Parce que l'essentiel du temps de travail à l'université se fait dans les résidences et à la bibliothèque. Mais dans les résidences, professeur, si la gestion de ces résidences est confiée à des gens qui sont connus pour la rigueur et la discipline, les étudiants seraient dans de très bonnes conditions de travail. Mais il n'y a pas que l'armée pour la rigueur et la discipline, je regrette. Si les politiques appointent, désignent le directeur du COUD comme endroit de rente pour financer leur programme politique, il faut revoir les modes de désignation des directeurs du COUD. Pas que les directeurs du COUD, les directeurs nationaux, soit dit en passant. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est le COUD. Or, comme tu accueilles des adolescents, il y a des valeurs que tu dois enseigner. C'est pas, le COUD, ce n'est pas un hôtel. Le COUD, c'est une résidence pour apprendre à l'enfant la responsabilité, où on apprend à l'enfant, il sort de chez lui, on lui apprend le débat contradictoire. Chez lui, c'est quand le père dit, tout le monde s'accorde, etc. Il accepte la contradiction, il apprend l'altérité. C'est parce qu'il y a beaucoup de fonctions que les résidences des étudiants, ce n'est pas pour rien que dans les universités les plus huppées aux États-Unis, l'attractivité, dans le package d'attractivité, il y a les conditions de résidence dans le campus. Donc, autrement dit, il faut qu'on recrée. Il faut que tout le problème, c'est qu'il faut aller relire les résultats du conseil d'administration du COUD, toutes les orientations positives pour aider l'enfant, les étudiants à être. Il y avait de bonnes recommandations, rien n'était appliqué parce que ce n'était pas les objectifs du directeur. Et les objectifs du directeur, en tout cas, devront être recentrés dans la gestion mais pas que ça, campus. parce que là aussi, les structures décentralisées font beaucoup d'efforts pour héberger les étudiants. Mais si on les prend individuellement, ça ne marche pas. C'est des structures de rente. Or, pourquoi en France, ils ont créé la Cité internationale? On pouvait créer la Cité internationale à Dakar. Donc, il faut changer de paradigme, il faut changer de programme et qu'on ait une vision, parce que aussi, c'est tout le problème de l'internalisation de l'enseignement supérieur. Est-ce que la société comprend ce que c'est que l'enseignement supérieur? Est-ce qu'on a expliqué à la société l'enseignement supérieur? Est-ce que nous sommes tous d'accord que ça doit être un sanctuaire pour aider la société à mieux se comporter et à mieux tirer profit de la science? Ainsi, à voir ce qui s'est passé, en tout cas, on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Je voudrais juste que nous nous arrêtions un peu sur les bourses étrangères, monsieur le recteur. Trouvez-vous normal que la crème, les meilleurs élèves qui ont leur bac, que la formation de ces meilleurs élèves, futures élites du pays, soit confiée à des pays étrangers avec toute la manne financière qui va avec? Ce n'est pas la manne financière qui m'importe. Mais c'est notre incompréhension. On aurait pu faire beaucoup de choses pour créer les établissements d'enseignement supérieur, pour former cette élite qui part avec cet argent qui les accompagne. C'est comme ça, c'était ça ma vision. C'est plus grave que ça.
les pays dans le monde moderne se renouvellent par leur élite. C'est connu. On ne peut pas prendre son élite, confier ça à un pays avec un taux de retour extrêmement faible. Voire même inexistant dans la plupart des cas. Quelle que soit la bonne volonté, les conditions sont telles que, le conditionnement est tel que, ils sont retenus. Parce que le monde moderne est fondé sur deux éléments. C'est l'attractivité des meilleurs talents et la rétention des talents. Effectivement. Comment on peut prendre nos meilleurs talents et les envoyer en permanence? Je l'ai dit une fois, on m'a incendié sur le web en me disant que mes enfants même sont en Europe. Mais je ne parle pas de mes enfants, je parle d'une masse critique de compétences. Est-ce que nous sommes incapables de mettre en place une structure au standard? Mais aujourd'hui, avec tous les Sénégalais. À voir le travail que l'École nationale d'administration a fait, on se dit que le travail peut être fait. Parce que si aujourd'hui, l'État sénégalais est un État, une administration stable, malgré toutes les instabilités qu'on a eu à connaître, je veux dire, c'est parce que quand même l'École nationale d'administration a fait le travail qui lui a été confié. Autrement dit, c'est possible. Non seulement c'est possible, mais si aux indépendances, on n'avait pas la masse critique de compétences pour le faire, aujourd'hui, le Sénégal a la masse critique de créer une université d'élite. Et c'est différent, totalement différent. Mais est-ce que quand vous étiez aux affaires, vous avez fait cette proposition au président de la République et au ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque? Moi, ma position était que l'université du futur africain, que ce ne soit pas au niveau doctoral, mais que ce soit l'université d'élite, où tous les meilleurs talents du Sénégal sont regroupés là-bas, avec des conditions particulières, où on utilise des enseignants de talent qui sont ici, mais aussi qu'on utilise notre diaspora, et qu'on utilise nos partenariats, et qu'on utilise l'Internet, pour le virtuel, participer pour à avoir, les former. Parce que, en le faisant déjà, on aurait attiré, déjà avec les difficultés qu'on a, il faut savoir que l'Université de Dakar, elle est encore très, très attractive. Effectivement. Il suffit Pour de vous voir donner une idée que les c'est demandes possible. à la faculté de médecine. Quand vous allez à la fac de sciences, la filière en informatique est identique à celle de Dauphine. Parce que c'est Dauphine qui nous a aidés dans l'ingénierie pédagogique de cette filière. Faites une note à nos autorités. Le président de la République peut être en train de suivre cette émission, ou le ministre de l'Enseignement supérieur, mais quand même que nous posions ce véritable problème, parce que personnellement et d'autres, nous trouvons que ce n'est vraiment pas du tout normal de confier l'avenir de nos pays à des pays qui forment, qui créent leurs universités en fonction des attentes qu'ils ont. Non. Si aujourd'hui, pour les étudiants qui sont formés en France, je veux dire le programme d'éducation de la France forme des étudiants pour le développement de la France. Et les niveaux de développement ne sont pas les mêmes. Je peux citer le cas du Maroc, je peux citer le cas des États-Unis et du Canada. En tout cas, à mon avis, c'est un débat, professeur, qui reste ouvert. Et nous allons passer au corps enseignant. Les revendications sont quasi permanentes, des difficultés de conditions de travail, des difficiles conditions de travail. La réforme des grades et des titres a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Expliquez-nous ce qui se passe avec le corps de l'enseignement supérieur. Pourquoi les universitaires ne veulent pas du tout, alors là, pas du tout, de la loi sur les universités publiques qui a été adoptée par l'Assemblée nationale le 26 décembre 2014, au point d'aller dans l'université brûler cette loi? Qu'est-ce qui se passe, monsieur le recteur? L'opposition du SAES, on confond assez souvent le SAES avec la communauté universitaire, par rapport à la loi, prouve tout simplement l'absence de discussion. Quel est le taux de syndicalisation des enseignants du supérieur? Il est très élevé parce que le SAES a beaucoup contribué quand même à l'amélioration des conditions au niveau de l'université, plus qu'en tout cas qu'en France. Mais il faut savoir qu'en 2007, quand on mettait en place les autres universités, on a mis des conseils d'administration. Le problème, ce n'est pas l'orientation de la loi. Mais qu'est-ce qui les fait peur? C'est l'absence de dialogue. C'est l'absence de dialogue et l'absence de confiance. Mais pourtant, le professeur Sidi Ababacar Ndiaye, que je salue au passage, est une personne qui est ouverte au dialogue et son syndicat et les autres syndicats aussi. Il faut voir de l'autre côté
vous savez, ça me permet de parler de la concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur, dirigée par le professeur Souleymane Bachir. Mis à part 2 ou 3 points où ils ont manqué un peu de courage, pour l'essentiel, les orientations sont positives. Mais dans l'enseignement supérieur, y compris en Chine, ceux qui font la dynamique, ce sont les enseignants. Il faut les mettre en situation et les responsabiliser. Et pourquoi on développe beaucoup l'autonomie dans les universités? C'est pour que les enseignants assument leurs responsabilités. Et maintenant, on contrôle derrière s'ils assument leurs responsabilités par la contractualisation. Mais professeur, là je vous arrête net. Ça a toujours été le cas jusqu'à ce que cette loi soit présidée, c'est-à-dire soit proposée et adoptée. Comment est-ce que les universitaires, d'abord, une telle loi doit avoir un quitus des assemblées d'université? Ça n'a pas été le cas. Ce n'était pas le cas. D'accord. Une loi pour transformer l'université. Quand le gouvernement a voulu changer le statut de l'école normale supérieure, je leur ai dit, donnez-moi vos motifs. Ils m'ont donné les motifs, j'ai renvoyé ça à l'école normale en disant, voilà ce que le gouvernement veut faire, qu'est-ce que vous en pensez, comment le faire? Et ce sont les collègues qui transforment les choses sur la base des orientations. Il faut une appropriation. Le gros problème qui se pose aujourd'hui, c'est l'absence de mise en situation des collègues en place. Quelles que soient les volontés, si la masse critique de collègues ne s'engage pas, pourquoi on a pu faire la réforme LMD qui aurait coûté des milliards, alors que le gouvernement n'a pas mis un seul franc pour cela, sauf à la limite nous a accompagnés par des infrastructures, etc. C'est parce que nous avons responsabilisé les enseignants. Mais attendez, monsieur le professeur, ceux qui sont en charge de cet enseignement supérieur public, mais ce sont des universitaires. Tous les ministres d'enseignement supérieur qui se sont succédés sont des anciens recteurs pour la plupart. L'actuel qui est très décrié, votre collègue le professeur Marito Ounian, que je salue au passage, tous ceux qui tournent autour de lui, ce sont des enseignants. Mais pourquoi le dialogue n'est pas possible? Il faudra re-questionner les choses, mais ce qui me semble, je ne suis pas impliqué dans les dynamiques actuellement, mais de loin, ce que je vois et ce que j'entends, parce que je suis retourné à la fac faire mes enseignements, effectivement, les collègues ne se retrouvent pas et ne portent pas le projet. Moi, quand j'étais recteur, vous pouvez interroger tous les collègues à n'importe quelle heure, ils vous disent, voilà le projet de l'université, voilà moi ce que je fais pour que ça aille de l'avant. Aujourd'hui, presque tout le monde est assis, attendant. Vous en êtes ouvert au ministre de l'Enseignement supérieur pour, au besoin, lui indiquer votre manière de faire, qui apparemment semble avoir porté ses fruits, à vous écouter. Marito, tout le monde sait qu'on a beaucoup partagé depuis qu'il est ministre, je ne le vois pas, lui aussi il ne me voit pas. Monsieur le ministre, recevez le recteur pour qu'il vous donne son avis sur la manière d'améliorer la situation. Nous allons avancer un peu, monsieur le recteur, et évoquer la relation entre l'université et la société. Aujourd'hui, on a l'impression que l'université est une sorte de sanctuaire, une citadelle. Contrairement à ce qu'a toujours dit mon maître, le recteur qui vous a suivi, le professeur Saliou Ndiaye, actuellement ambassadeur du Sénégal en Gambie. Mais on a l'impression que l'université, c'est là-bas. Et la société est là. Alors que cette université aurait dû être, c'est-à-dire la lumière qui guide le fonctionnement de cette société. Pourquoi ça ne marche pas? D'abord, nous, on avait beaucoup fait pour ça. On revient toujours à vous, professeur. Parce qu'on avait fait des choses vraiment de rupture par rapport à ce qui se faisait. Si on regarde l'enseignement, dans les comités de pilotage des filières, il était possible d'avoir des éléments extérieurs à l'université. Si on regarde la recherche au niveau des comités de pilotage des écoles doctorales, certaines entreprises sont représentées. Mais mieux, on a envoyé l'université dans la cité, notamment dans les communautés rurales les plus éloignées, pour délivrer des services. Les campagnes citoyennes. Allez à Niakhène, demandez-leur ce que c'est que l'université. Allez à Sokone, demandez-leur ce que c'est que l'université. Allez dans la Grande Muraille Verte, demandez-leur ce que c'est que l'université. Allez à Nianing, la forêt de Nianing a été régénérée par les étudiants. La forêt de Ndemen
à Niakhène a été régénérée par les étudiants. La forêt de Gossas a été régénérée par les étudiants. Les étudiants ont donné des services et tous les étudiants qui étaient engagés dans les camps citoyens, non seulement ont réussi leurs études, mais ont réussi leur insertion sociale. Pourquoi ça a été arrêté? Votre ami, le recteur, la première chose qu'il a faite, c'est d'enlever le mur de lancement des camps citoyens. Quand on me l'a dit, j'ai dit, il n'y a plus d'activité citoyenne. Parce que c'est ce mur et les partenaires qui étaient là-dedans qui finançaient les choses. Pourquoi pendant 4 ans, l'université a été arrêtée? Pourquoi toutes les dynamiques sont arrêtées? Pourquoi actuellement, l'actuel recteur, dès qu'il a été mis en place, a repris le livre que j'ai écrit, m'a appelé quand il a fini de lire le livre et m'a dit, le professeur Ibrahim Choub, qui m'a dit, j'ai rien à inventer. J'ai à continuer ce qui avait été démarré. Il appartient, c'est vrai, que l'université s'était isolée un peu de sa société. Il faut que l'université retourne à sa société et il faut féliciter la conférence, le conseil, la concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur, qui a mis en exergue la 3e mission de l'université, les services à la société. Mais qui semble avoir très mal compris aussi, parce que nous tous, nous rappelons pour le regretter, le fait que le professeur Souleymane Bachir Diagne ait interdit d'accès simple à l'université pour animer une conférence, simplement parce qu'il a dirigé ce comité. Non, là aussi, c'est la responsabilité du gouvernement d'avant. Il faut savoir que quand j'étais en place, l'Assemblée de l'université avait voté la police universitaire et que tout le campus est sous vidéosurveillance. C'est l'absence de compréhension des enjeux du gouvernement d'alors qui nous a empêchés d'avoir la police universitaire. Est-ce que le gros problème d'ailleurs du Sénégal, c'est quoi? Un des gros problèmes, il y en a plein. C'est que la meilleure façon, regardez tous ceux qui nous gouvernent. Leur CV, j'ai été dirigeant de mouvement d'étudiants. Et ils pensent qu'ils doivent protéger les dirigeants de mouvement d'étudiants. Et c'était la plus grande difficulté que j'avais quand j'étais recteur. Les étudiants me parlaient un langage et ils savaient que c'était un langage de vérité. Mais quand ils voyaient l'autorité politique, et ils rencontraient le président, ils rencontraient le premier ministre. Je confirme. Mais une fois même, on était en train d'incendier le rectorat. J'ai appelé le premier ministre, il m'a dit il faut écrire. J'ai dit mais comment je peux écrire alors qu'on est en train de brûler le rectorat? Vous êtes en train d'être assiégé. Non, nous arrivons presque au terme de l'émission. Un mot quand même sur l'enseignement supérieur privé. Nous sommes au Sénégal, qui est un pays très attractif. On a de très grandes écoles supérieures privées, au point que l'État ait recours à ces instituts de formation supérieure pour absorber le surplus d'étudiants c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accueillir dans l'espace universitaire public. Un mot? J'ai un grand frère qui est professeur d'université. Il a dit que lui, tout ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'on prenne de l'argent public pour financer dans le privé l'éducation des étudiants, alors qu'il était possible de discuter avec les collègues. Mais ça règle un problème. Le privé... Ça règle un problème quand même, monsieur le recteur. Force est de reconnaître qu'une certaine université publique s'est imposée dans le paysage de l'enseignement supérieur. Effectivement. L'introduction a été forcée par la Banque mondiale. Certains se sont bien distingués, d'autres par contre vendent du vent. Il est heureux que l'Agence nationale d'assurance qualité va mettre un peu d'ordre dans tout cela. Mais il faut qu'on soit attentif à l'accès équitable. Et que le privé ne peut pas se concentrer dans un segment uniquement, le tertiaire. Il faut que des mécanismes soient définis pour que dans la science dure, dans les ingénieries, qu'on puisse aussi ouvrir des structures privées. Mais le privé aussi se nourrit beaucoup des enseignants du public. Il faut qu'on puisse réglementer pour que le privé aussi nous aide dans l'absorption des sortants qui ont eu leur diplôme. Voilà, mais c'est utile, mais y compris aux États-Unis. Si les privés sont les vedettes, c'est le public. Qui mène la danse. Et les fonds publics qui font tourner le privé. Donc il faut qu'on fasse très attention à tout ce qu'on fait. Sur ces mots, monsieur le recteur, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation.
Je rappelle à nos téléspectateurs et à nos internautes que vous venez de suivre le premier numéro de l'émission Le Monde des livres, qui vient de recevoir le professeur Abdou Salam Sall, qui a édité ce livre dont je vous recommande vivement la lecture, Les mutations de l'enseignement supérieur en Afrique, le cas de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.